En réalité, le pouvoir d'Ahmad al-Shara est extrêmement fragile. C'est un homme qui repose sur des forces armées qui, aujourd'hui, commencent non pas à se détourner, mais à douter de l'agenda politique qui est le sien. Je le répète, ces djihadistes ne comprennent pas du tout le calendrier qui est le sien depuis maintenant 3 mois et qui ne voient pas l'accomplissement de l'État islamique qu'ils auraient pu espérer. Et c'est un État fragile parce qu'on l'a découvert avec les récents événements sur la côte, que certains acteurs militaires ne répondent en rien des lignes qu'il avait fixées. Première chose à signaler, c'est que le nombre de victimes commence à être connu avec précision. On est autour de... Alors je ne parlerai pas des victimes de combattants armés, bien évidemment. On évoquera ici, et je pense que c'est l'inquiétude de tous, c'est le nombre de civils. On est autour de 2350 civils tués. Maintenant, sur les responsabilités. Alors, sur les responsabilités, on en sait vraiment davantage, même si ce ne sont que des présomptions assez lourdes. Tout d'abord, on peut partir sur le principe de 3 acteurs engagés dans ces exactions. Le premier de ces acteurs, ce sont des groupes djihadistes, notamment étrangers, qui ont refusé d'intégrer la structure de la nouvelle armée syrienne. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui restent indépendants au sein du territoire national syrien, tout en ayant fait partie, dans les mois, si ce n'est années précédentes, des coalitions soutenant HTS et Ahmad al-Shara, mais qui, depuis décembre, n'ont pas intégré l'effectif ni la hiérarchie militaire actuellement établie petit à petit par le nouveau gouvernement. Ça, c'est la première base. La deuxième base, ce sont des groupes proches de la Turquie, l'ancienne armée nationale syrienne, et certains de ces groupes n'ont eux aussi, pas accepté d'entrer dans la nouvelle armée syrienne. Enfin, dernier acteur potentiel de ces massacres, avec de forts soupçons, cette fois-ci, d'implication concrète dans ces horreurs, ce sont d'anciennes formations, elles aussi proches de la Turquie, mais qui ont cette fois-ci accepté d'intégrer l'organigramme et la hiérarchie militaire de la nouvelle armée. Et 2 groupes sont notamment pointés du doigt. Tout d'abord, le groupe dirigé par Mohammad al-Jassem, mieux connu sous le nom d'Abu Hamsha, et l'autre groupe étant dirigé par un autre homme qui s'appelle Saïf Abou Bakr. Et justement, on y vient, des arrestations ont commencé. Il s'agit pour le gouvernement de Damas de rassurer la population côtière. Et pour la rassurer, eh bien, il faut mener cela sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe du retour de la sécurité. Le deuxième axe, c'est un axe judiciaire. Et le troisième axe, c'est un axe de dialogue avec la communauté locale. Il faut vraiment remettre en contexte l'accord qui a été signé entre Mazloum Abdi et Ahmad al-Shara est issu de discussions qui durent depuis des mois. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'il n'y a aucune accélération de calendrier au regard des événements qu'il y a eu sur la côte. Ce qui est très intéressant, c'est que cette poignée de main est peut-être la première photographiée, mais peut-être pas la première réalisée. On sent qu'il y a un rapport personnel à cette volonté de mettre en scène en tout cas ce dialogue. C'est un dialogue qui dure depuis maintenant plusieurs mois, c'est un dialogue qui a commencé avant le 29 novembre, le 27 novembre et le début de l'offensive vers Alep, puisque a été révélé très rapidement, d'ailleurs par les Kurdes eux-mêmes, que le dialogue s'était engagé avec HTS en prévision de l'offensive menée par HTS fin novembre 2024. Bon, maintenant, on comprend très bien que cette photographie était nécessaire pour différents auditoires. Le premier auditoire, c'est l'auditoire syrien. C'est donc montrer, pour Ahmad al-Shara, c'est montrer sa capacité au dialogue, c'est rassurer d'autres oppositions qui, pour le moment, pourraient considérer qu'il faut voir avant soi-même de discuter, ce qui expliquerait certaines absences à la conférence de dialogue.
Et pour Mazloum Abdi, c'était aussi la nécessité impérative de montrer qu'il n'était pas que dans l'hostilité vis-à-vis des nouvelles autorités et qu'il était capable lui aussi de discuter. Enfin, ces deux hommes ont besoin d'envoyer un message international. Pour l'un, Ahmad al-Shara s'est montré à la communauté internationale et notamment aux Occidentaux et toujours dans la vue de la levée des sanctions, qu'il est capable de créer une certaine inclusivité dans le processus de transition politique qui doit s'ouvrir et qui est d'ailleurs partiellement engagé. Et pour Mazloum Abdi, il s'est aussi montré aux Américains qu'il n'est pas comment dire, réfractaire à l'idée qu'ils doivent désormais se débrouiller sur le théâtre syrien, qu'il est à s'entendre avec les autres acteurs syriens parce qu'on sent derrière ça qu'il y a potentiellement un désengagement des États-Unis de la région. Pour le coup, je ne vais pas parler d'accord, je préfère évoquer l'idée d'une feuille de route qui a été signée donc entre Mazloum Abdi et Ahmad al-Shara. Pourquoi? Parce que si l'on regarde les différents points à l'intérieur de ce document, on se rend compte très rapidement qu'il n'y a aucune formalité claire ni aucune décision prise. C'est-à-dire que ce sont simplement des cadres. Chaque point est un cadre. Évoquer le fait que l'administration du nord-est syrien intégrera le dispositif administratif du nouvel État syrien n'engage à rien, si ce n'est dans la forme en fait, du document, mais pas dans la forme concrète de cette administration. Ces deux accords sont distincts, hein, donc on voit bien cette volonté du gouvernement de traiter avec les différents acteurs et chacun à part. Maintenant, regardons le contenu de cet accord. L'accord qui a été signé avec les hommes de la dignité chez les Druzes est un accord purement sécuritaire. Il n'a aucune implication institutionnelle, si ce n'est d'entrer, en tout cas nominalement, au sein du ministère de l'Intérieur, et il n'a aucune implication administrative pour la région. Il y a eu maintenant cette étape très récente de la déclaration constitutionnelle d'une quarantaine d'articles qui reprend globalement la constitution de 1950 dans ses très grandes lignes. Cette constitution est faite à nouveau pour ménager l'ensemble des acteurs. On a certes un renforcement du référent islamique en termes de légalité et de droit au sein de cette déclaration constitutionnelle. Donc là, c'est davantage se tourner vers ceux qui l'ont porté au pouvoir afin de leur montrer qu'il prend en compte leur désir, qu'il y ait une place plus importante de l'islam dans ce système institutionnel en construction, et en même temps des articles qui ont consolidé le droit des femmes, le droit des minorités, le droit de culte des minorités religieuses. Et donc on a vraiment une volonté de ménager l'ensemble des acteurs. Les étapes au calendrier institutionnel qu'il faudra veiller à suivre, eh bien, c'est la constitution du gouvernement de remaniement. Il a annoncé un remaniement gouvernemental qui devrait, selon sa promesse, renouveler jusqu'à 70% de l'effectif de ses ministres. Il faudra voir qui seront les nouveaux venus au gouvernement, qui seront aussi les sortants. La deuxième étape ensuite sera de voir la composition de l'Assemblée du peuple telle qu'il l'a promise dans le cadre de la déclaration constitutionnelle qu'il a signée il y a peu. Il faudra voir notamment la présence des acteurs potentiels, Druzes et Kurdes, dans cette Assemblée et le rôle qu'ils auront à jouer et la proportion qu'ils représenteront en son sein. Il y a désormais des confrontations extrêmement importantes au sein même maintenant des forces qui ont soutenu Ahmad al-Shara. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 3 mois, Ahmad al-Shara a été énormément pragmatique, si ce n'est opportuniste, d'un point de vue politique et d'un point de vue, comment pourrait-on dire, institutionnel. C'est quelqu'un qui a surpris en partie la communauté internationale et qui a énormément surpris notamment ceux qui l'ont porté au pouvoir. Ceux qui l'ont porté au pouvoir, ce sont à la fois des groupes extrêmement conservateurs, religieux, et ce sont des groupes djihadistes qui potentiellement imaginaient l'établissement d'un État islamique avec une constitution assez proche de cette idée-là d'un État islamique, et en aucun cas un système tel qu'il est en train d'être dessiné progressivement depuis maintenant 3 mois. Donc voilà les 2 grands défis à venir. Au-delà de la transition politique, il y a toutes les perspectives de l'apaisement du pays et celle essentielle et très importante d'avoir la main sécuritaire
sur l'effectif militaire en espérant que cet effectif militaire accepte toujours son autorité. L'Iran ne veut en aucun cas le succès d'une Syrie post-Assad. Ce serait le pire des aveux par rapport au soutien de l'ancien régime et qu'il considérait comme le socle fondamental qui permettait au pays de tenir. Si la Syrie arrivait à passer le cap post-Assad, malgré quelques horreurs comme on a pu en voir récemment, ce serait le désaveu complet de la stratégie iranienne en Syrie. Ça, c'est un premier point. La Turquie et l'Arabie Saoudite ont placé très rapidement leurs billes dans le jeu syrien en se rapprochant de ce nouveau pouvoir. L'Arabie Saoudite est un pays que connaît très bien Ahmed al-Shara, il y est né. Il y a fait une partie de son parcours et certains de ses frères y ont travaillé, son père y a longtemps vécu. Et donc c'est un pays qui avait très rapidement des enjeux à la fois personnels avec Ahmed al-Shara et puis en termes de reconstruction du pays. Et c'est d'ailleurs sur cet enjeu-là aussi que la Turquie s'est engagée. L'une des premières interventions de la Turquie a été de dire qu'elle participerait à la reconstruction du pays. Maintenant, il y a l'acteur israélien. L'acteur israélien qui profite très clairement de l'affaiblissement considérable de la Syrie en tant qu'État, qu'il soit post-Assad ou Ahmad al-Shara, entre guillemets. C'est à la fois une volonté de consolider ce que le gouvernement Netanyahou appelle sa zone sécuritaire, sa zone tampon qui s'avance considérablement au sein du territoire syrien. Et cela depuis le 8 décembre, depuis la chute de Bachar al-Assad, et on sent que les relations entre Tel Aviv et Damas n'ont cessé d'ailleurs de se détériorer ces dernières semaines. Enfin, on a les États-Unis. Alors c'est très compliqué, on sent que l'administration de Donald Trump, la nouvelle administration, a une volonté de sortir de l'enjeu régional et ils ont besoin pour cela d'une certaine forme de stabilité. Maintenant, le dernier élément que l'on peut aborder, c'est la question des sanctions, bien évidemment. La Syrie est un pays qui souffre énormément d'une crise économique terrible. On a 90% de la population sous le seuil de pauvreté et on a désormais cette région côtière où de nombreux emplois ont été supprimés par la nouvelle administration. Ce sont des gens qui ont été poussés dans la pauvreté. Ces accumulations de problématiques économiques peuvent aussi bien fragiliser Ahmed al-Shara que tout le processus de reconstruction nationale qui pourrait être engagé. Et donc on voit bien les acteurs que sont l'Union européenne qui commence partiellement à lever les sanctions et les États-Unis qui pour le coup n'a fait que quelques efforts, si ce n'est sur la question des énergies et du secteur bancaire. Mais on voit très bien qu'il y a une volonté de mettre la pression sur ce nouveau gouvernement et voir la forme qu'il donnera à la transition politique avant d'engager une réelle levée des sanctions.